Présent et à venir, salut. Les événements entre le 13 avril et le 15 avril 2022 seront de ceux qui changeront la manière dont les marines du monde envisagent leur action pour les décennies à venir. Le 13 avril 2022, le croiseur lance-missile russe le Moskva a été touché par des missiles ukrainiens, frappe qui a conduit à la perte du navire. Cela vaut clairement la peine de faire une analyse approfondie de ce qui s'est passé et des conséquences de ces événements. En plus de cette vidéo YouTube, il existe un format condensé sur TikTok et Instagram. Je vous encourage à aller regarder si jamais vous n'avez pas trop le temps. Pour faire cette analyse, je vous propose de vous mettre dans les pas des militaires ukrainiens qui ont planifié, organisé et lancé cette attaque. Je n'affirme rien, c'est des scénarios de comment les événements ont pu se planifier et être exécutés. Dans cette analyse, je tâcherai d'être le plus factuel possible, même si l'exercice m'impose beaucoup de suppositions. La clé de lecture que je vous propose est tirée du cours de planification tactique du corps des marines des USA. Il existe plein d'autres méthodes, c'est absolument pas un choix politique, juste le choix d'une méthode qui semble assez systématique pour englober le plus d'aspects possibles. Pour rappel, je n'ai pas de formation militaire, je suis plutôt un passionné qui tente de devenir une sorte d'amateur éclairé si j'ose dire. Nous allons donc voir une première introduction, le début de la planification, comment les reconnaissances ont été planifiées, comment le plan a été exécuté et quelles ont été les conséquences après l'attaque. Les militaires, comme beaucoup d'autres professions, adorent les acronymes. Ici, on parle de BAM6. B pour Begin Planification, cela place l'action dans son contexte stratégique. Pourquoi frapper là et en ce moment de conflit? Pour en tirer quel avantage? On regarde les forces ennemies en présence, le terrain d'opération, la météo, etc. A pour Arrange Reconnaissance. La question que l'on tente de répondre est quelles sont les informations qui manquent pour réaliser la mission et comment en disposer. M. Make Reconnaissance. C'est comment mettre en place la reconnaissance prévue. Petite note. Un jour, je vous parlerai de comment ces deux étapes ont été ratées par les Japonais lors de la bataille de Midway. Encore un truc à ajouter dans la to-do list. C pour Complete the Plan. Avec les nouvelles informations, la tactique est revue, éventuellement adaptée. I. Issue Order. Le plan est communiqué aux unités en charge de sa réalisation. S pour Supervise. Assurer la coordination entre les différents éléments. On va surtout se focaliser sur les deux premiers éléments de cette analyse. Commençons par le début. La première chose à faire est de faire le lien avec les objectifs stratégiques dans lesquels l'action va se dérouler. Quels sont les objectifs stratégiques que j'ai retenus? Obtenir une victoire symbolique pour maintenir le moral des troupes, de la population et le soutien international. Réduire les capacités antiaériennes et de support des opérations amphibies dans la mer Noire, ce qui permettra notamment de dégager un petit peu l'empreinte et l'emprise que pourraient avoir les Russes sur Odessa. Tout cela en exposant le moins possible les moyens propres ukrainiens et également les Européens et les USA qui soutiennent l'effort de guerre mais qui ne voudraient pas se retrouver en conflit ouvert avec la Russie. Quel est donc l'ordre tactique qui sera donné? Endommager ou couler le Moskva, qui est le navire amiral de la flotte de la mer Noire. Pour rappel, une partie de ces objectifs ont déjà été rencontrés dans le bombardement et la destruction d'un navire de débarquement le 25 mars dans le port de Berliansk, qui est dans la mer d'Azov. Il reste une légère inconnue sur le nom du navire qui a été coulé, c'est le Saratov qui est le plus souvent cité, même si Orsk a également été cité. Tous les deux sont de la classe Tapir. Maintenant que les objectifs ont bien été rappelés, regardons quelle est la course possible des actions de l'ennemi. Commençons par l'identification. L'endroit probable où se trouve le Moskva, d'après les photos satellites des USA et européens, et même certaines photos satellites en open source, mais également les informations propres des Ukrainiens, mettent le navire entre le Odessa et l'île au Serpent. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur ce qui s'est passé sur cette île au début du conflit. Quelle est la vitesse et la direction du navire? Assez étonnamment, la vitesse est souvent faible, voire le bateau est à l'arrêt, pour une raison qui est inconnue, serait-ce pour faire des économies de carburant. Quelles sont les forces en présence? Il semblerait que le navire agisse seul.
Il n'a donc pas d'intersoutien. Sur cette carte, vous voyez les positions du Moskva telles qu'elles ont pu être enregistrées sur base des sources libres. De là, on peut en déduire la mission de l'ennemi. Visiblement, il est en patrouille et en soutien de la zone d'exclusion aérienne sur les côtes de la mer Noire autour d'Odessa. Quelle est l'activité future de l'ennemi? Il n'y a pas véritablement de changement à attendre, les opérations étant toujours en cours. Quelle serait la réaction de l'ennemi après l'attaque? Très clairement, il y aura des tirs de réponse sur les positions ayant mené l'attaque, et si l'attaque a réussi, ou même s'il n'a pas réussi d'ailleurs, il y aura très certainement des représailles sur Kiev à attendre. On connaît les objectifs, on connaît plus ou moins la position de l'ennemi. Quelles en sont maintenant les vulnérabilités? Le Moskva a été construit en 1976 sous le nom de Slava, ce qui est d'ailleurs le nom de la classe de ces croiseurs. Il a été construit dans l'arsenal de Mykolaïev, qui est en fait en Ukraine. Et il faut donc savoir que dans ce conflit très particulier, les Ukrainiens et les Russes ont partagé et partagent encore beaucoup de ces armements qui datent du temps de l'Union soviétique. Le design principal du Moskva est en fait un tueur de porte-avions de la classe Nimitz. C'est pour cela qu'il emporte 16 missiles Vulcan P-1000 qui ont 11 mètres de long et que l'on peut voir le long de ses bords. En termes de défense, il possède d'abord des SA-N6 ou des S-300 qui sont des missiles anti-aériens, il y en a 64, et qui sont destinés à intercepter les avions et les missiles sur de longues distances. Ensuite, il y a les SA-N4 qui sont aussi des missiles anti-aériens, ils en possèdent 2 pods, un de chaque côté, et ces missiles sont destinés à détruire les avions et missiles à moyenne distance. Enfin, pour la défense à courte distance, il dispose de 6 AK-630 qui sont en fait des mitrailleuses de style Gatling. Alors sur le papier, ces défenses sont presque parfaites. Mais quelque chose est quand même à noter. Les SA-N6 tirent des missiles 9M96, 9M96 qui ont une portée de 40 km et qui ont une altitude d'engagement comprise entre 100 et 25 000 mètres. Le SA-N4, ou aussi appelé OSMA, tire des missiles 9M33 qui ont une portée de 9 km et une altitude d'engagement comprise entre 50 et 5000 mètres. Dans une mer formée, c'est-à-dire avec quelques mètres de vague, les SA-N6 ne peuvent pas être tirés si le bateau roule de trop, et il a déjà été remarqué que les radars de tir ont des difficultés à accrocher une cible dans un tel état de mer. Il est déjà à noter qu'en cas d'attaque sur l'arrière, seuls 2 AK-630 assurent la protection du bateau. Enfin, la position particulière sur les bords du navire des 16 Vulcans comporte un risque important en cas de frappe directe sur ces silos. Leur charge explosive et de propulsion pourrait exploser et détruire le Moskva. Voyons maintenant quels sont les moyens disponibles de l'armée ukrainienne pour dégager un premier schéma de manœuvre. L'armée ukrainienne dispose de missiles Neptune R-360 qui pourraient tirer depuis la côte. Ces missiles ont une portée de 300 km, une altitude d'engagement pour le vol entre 10 et 15 mètres et à l'approche finale 3 mètres au-dessus des flots. La charge utile explosive est de 150 kg pour 870 kg au lancement. C'est un missile qui est assez équivalent à l'Harpoon et à l'Exocet, à la différence près que son vol et son approche finale sont beaucoup plus basses. L'armée ukrainienne disposerait de 20 lanceurs, en tout cas c'était le nombre qui était disponible avant le début des hostilités. A noter quand même un point important, ni les Européens ni les USA n'auraient livré de système anti-navire. On voit donc que le R-360 passe en dessous des volumes d'engagement des SA-N4 et des SA-N6, surtout si les conditions météo sont mauvaises. Ce missile a la capacité de mettre en œuvre son radar qu'à l'approche de sa cible, ce qui limite sa signature électronique et donc sa détection. Mais pour cela, son vol doit être programmé vers la zone où se situe le bateau ennemi. Le missile peut également faire varier son approche selon plusieurs angles, au moins donc 2 missiles devront être tirés pour maximiser les chances d'impact.
La charge utile du missile n'est en théorie pas suffisante pour couler un navire de 12 000 tonnes, comme le Moskva, mais il existe une probabilité de mise hors service si on a un effet de chaîne en visant les Vulcans. À ce stade, donc, qu'est-ce que l'on pourrait décider? De lancer au minimum 2 R360, de faire un vol programmé, à l'approche des cibles selon plusieurs trajectoires, dont une probablement par l'arrière, et la cible principale sur le bateau serait les silos des Vulcans. Pour cela, il faut attendre que les conditions de météo soient difficiles pour le bateau, et surtout, jamais ne tomber amoureux de son plan. Quand les conditions météo seront rencontrées, quelles seront donc les opérations de reconnaissance qui devront être menées pour mener à bien cette opération? La reconnaissance est véritablement essentielle dans ce genre d'opération. La validation de la position, de l'orientation et de l'activité de l'ennemi est toujours la priorité absolue. Il faut repérer sans se faire repérer parce que si on te voit, on peut te tirer dessus. Des batailles ont été perdues par négligence de ces points ou par manque de moyens adéquats. Je dois vous reparler de la bataille de Midway. Quelles sont donc les différentes questions que l'on va se poser par cette reconnaissance et quelles en sont les priorités? D'abord, il faut connaître la position, la route et la vitesse du Moskva. Ensuite, il faut voir s'il y a des moyens de détection ou de parade de l'attaque, pas de soutien. Est-ce qu'il y a d'autres navires qui se sont approchés du Moskva? Est-ce qu'il y a des combats air patrol à proximité? Est-ce qu'il y a des avions qui surveillent ce qui se passe autour du Moskva? Et également détecter si l'ennemi a des moyens de soutien en cas de succès de l'attaque. Quels sont donc les moyens que les Ukrainiens disposent pour mener ces reconnaissances? Il y a d'abord le système de radar de tir des Neptunes, dont la portée est inconnue mais qui devrait être au moins 150 km. Il y a les drones TB2, les drones turcs qui sont devenus célèbres au début du conflit. La portée de son radar et de son système de détection est inconnue, mais il pourrait donc servir également à repérer le Moskva. On pourrait envoyer des navires ukrainiens pour le repérer. J'ai fait une vidéo sur la marine ukrainienne d'ailleurs, mais il faut savoir que des champs de mines ont été posés sur l'ensemble de la côte. L'aviation ukrainienne pourrait être également employée pour repérer le navire, par exemple via des MiG-29. Il y a également les renseignements alliés, via satellite, mais on sait également que l'OTAN a déployé toute une série d'avions radars type AWACS le long des côtes et sur les frontières avec l'Ukraine, et pourraient donc être utilisés pour repérer le Moskva. Et puis, il y a la détection passive. Comme le Moskva est en patrouille, ces radars doivent émettre et donc il est peut-être possible de le détecter grâce à ça. Comment maintenant déterminer le moyen de reconnaissance le plus efficace? Objectivement, ceci est la partie la plus hypothétique de mon analyse. Beaucoup a déjà été écrit sur le sujet, mais il n'existe aucun consensus clair qui semble se dégager. Je propose ici une grille de lecture simple, voire simpliste, basée sur la précision de la détection et la qualité de l'information obtenue, le risque de destruction du moyen de détection et le coût en cas de destruction du moyen de détection. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un certain temps vont reconnaître la méthode utilisée. Donc pour chacun des moyens de détection, j'ai classé la précision et la qualité, le risque de destruction et le coût sous destruction. Regardons d'abord le radar de tir de Neptune. La précision et la qualité d'information doivent être très bonnes. Par contre, dès qu'il s'allume, dès qu'il commence à détecter où est l'ennemi, il est repérable et donc peut être détruit. Ce sont des systèmes coûteux, les Ukrainiens n'en possèdent pas beaucoup, et donc le coût de destruction est important. Au niveau des drones, la précision et la qualité doivent être bonnes, le risque de destruction est clairement plus faible, et le coût de destruction également. En effet, ils en disposent d'un certain nombre, et la Turquie, via la Pologne, en livre de plus en plus. La sortie de navires ukrainiens permettrait d'avoir une précision et une qualité d'information excellente, mais vu les champs de mines et vu la capacité propre du Moskva à se défendre, le risque de destruction et le coût de destruction seraient véritablement énormes. Concernant l'aviation ukrainienne, là également la précision et la qualité de la détection devraient être bonnes. Par contre, le Moskva est véritablement un bateau qui a été construit pour lutter contre des avions, et donc le risque de destruction est important.
Et le coût de destruction est également important, d'autant plus que les avions ukrainiens ont d'autres missions beaucoup plus importantes que celle-là. Le renseignement allié, la précision et qualité doit être moindre, non pas que les renseignements sont mauvais, mais il y a un délai entre le moment où les informations sont communiquées et les réalités. Par contre, le risque de destruction est faible, si ce n'est que les Russes pourraient monter le ton et rendre après les renseignements alliés plus compliqués à obtenir, surtout si la Russie menace de représailles. Et donc si c'était le cas, les Ukrainiens se retrouveraient véritablement sans cette source d'information qui est extrêmement importante pour eux. Enfin, la détection passive, la précision et la qualité n'est pas terrible parce qu'il faut travailler par triangulation. Par contre, le risque de destruction et le coût de la destruction des moyens de détection est très très faible. Donc ici, on reconnaîtra une fonction objective qui est en fait une maximisation de la précision de la détection par une minimisation du risque et du coût de destruction. Quand on fait le petit classement et quand on fait les petits calculs, on trouve qu'il y a un top 3 qui est l'utilisation des drones TB2, les renseignements alliés et enfin le radar de tir Neptune. Avec ces éléments, on va donc pouvoir établir le plan de reconnaissance. Donc on a la position initiale du bateau, qui est grosso modo celle qu'il doit avoir aux alentours du 4 avril. On a une distance par rapport au côte de 100 km. Le temps de vol du missile peut être estimé en supposant que sa vitesse est équivalente à celle d'un missile Harpoon aux alentours de 800 km par heure. Il lui faut donc 7 minutes et 30 secondes pour atteindre les 100 km. Maintenant, on peut mettre l'ensemble des éléments ensemble. Alors, par exemple, en fonction de la grille proposée, à heure-6, on demande confirmation aux alliés de la position du Moskva. À H-2, on fait décoller les TB2 pour le repérage de la zone. À H-1, on demande la dernière confirmation du TB2 de la position du Moskva et les drones retournent à leur base. Pendant ce temps-là, les systèmes Neptune sont mis en place. On programme le plan de vol initial des missiles Neptune. Et on sait que la distance maximale que pourra parcourir le Moskva pendant cette heure sera de 59 km vu la vitesse maximale de ce bateau. 15 minutes avant l'heure H, on fait un allumage fugace du radar du système Neptune de manière à bien repérer où se situe le Moskva. On a 5 minutes pour corriger le plan initial. À l'heure H, les missiles sont lancés. Suite à ce lancement, l'ensemble du dispositif fait un retrait général immédiat, on est donc en mode hit and run. Et 5 minutes après son décollage, les missiles Neptune allument le système de guidage pour frapper la cible. Comme je vous l'ai dit, nous allons maintenant rapidement considérer que les étapes 3, 4, 5 et 6 ont été mises en œuvre et donc que le plan se déroule exactement comme prévu. Le 13 avril 2022, les conditions météo sont celles qui sont vraiment idéales pour l'opération. Il pleut, la mer est agitée. Et donc les étapes suivantes sont lancées. On réalise la reconnaissance, on complète le plan de déploiement, on envoie les ordres et on supervise. On sait que l'attaque a été une réussite, le Moskva serait touché par 2 missiles, il est en flammes et l'équipage abandonne le navire. La marine russe tentera bien de le remorquer jusqu'à Sébastopol, mais le navire coule le lendemain. Normalement, un bâtiment de cette taille aurait dû survivre à ce genre d'impact. Il apparaît assez clairement que la gestion des dégâts, ce qu'on appelle le damage control, et donc l'organisation du combat contre l'incendie n'ont certainement pas été à la hauteur. Il ne faut jamais oublier que derrière un bateau qui est touché par un missile, ou un tank qui est détruit, ou un hélicoptère qui s'écrase, il y a toujours des êtres humains qui sont tués ou blessés. Le bilan humain de l'attaque n'est pas connu, mais plusieurs sources signalent 200 survivants sur les 500 à 510 marins qui étaient présents au moment de l'attaque. On ne peut rien affirmer sur les 300 autres. Sont-ils tués, décédés, blessés? On ne sait pas. La mission pour les Ukrainiens est un succès incontestable. La Russie a prévenu les Alliés des conséquences de leur soutien. Cela renforce pour moi l'hypothèse d'un coup de main au niveau des informations.
Comme deux pays de la mer Noire sont en guerre, la Turquie interdit le passage de bateaux militaires depuis la Méditerranée en vertu des accords de la Convention de Montreux de 1936. Le Moskva ne pourra donc pas être remplacé par les deux classes Slava qui sont actuellement en Méditerranée, à savoir le Marshal Ustinov et le Variag. Il n'y aura aucun autre bâtiment qui pourra d'ailleurs pénétrer en mer Noire. Les autres navires de la flotte de la mer Noire sont donc clairement en danger. Voilà, ceci termine mon analyse. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.